Et cher Philippe, bonjour. Enfin Ouais. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy est avec nous également. Quel plaisir de vous retrouver, Philippe de Villiers. Je pense aux téléspectateurs qui étaient très nombreux ces dernières semaines à m'envoyer des messages, à envoyer des mails au service de communication de CNews. Mais quand reviendra Philippe de Villiers? Ça y est, il est bien là. J'étais sur mon Laventin, entre la mer et la terre, entre la mer et le bocage, et j'écrivais. Ah, Et d'ailleurs, je voulais vous poser une question. Vous savez, pendant toute l'année dernière, vous m'avez fait le coup, au commencement de chaque émission, de l'informateur bien informé. bien sûr. Je voulais vous poser une question. Allez-y. Comment vont les deux poussins? Ils vont très... Oh Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs qu'avec Benjamin No, qui est sur la photo à ma droite, je suis venu vous voir au Puy du Fou. Ça a été un week-end extraordinaire. On a rencontré des gens merveilleux, à votre image, Philippe de Villiers. Et j'ai eu l'honneur, pour mon anniversaire, de recevoir des poussins qui vont bien, j'espère. Oui, Ils sont en pleine forme et que nous retrouverons l'année prochaine, j'en suis certain. Vous m'avez fait... Ah, c'est 1-0 pour vous, en ce début de saison, Philippe de Villiers. Ce sont deux coqs. Deux coqs. On les a appelés Ben et Elliot. Oui, voilà. Ouais, et ils sont voilà. en pleine forme. Ouais. Merci en tous les cas. Et c'est l'occasion de le dire, même si je l'avais dit en coulisses, de le dire devant tout le monde. Ça a été un week-end exceptionnel. C'était la première fois que j'allais au Puy du Fou. Et je peux vous dire, ça doit être quelque chose qu'il faut faire dans sa vie, au moins une fois. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose, là, à tous les deux, et à tous les Français qui nous regardent, qui sont très nombreux, je le sais, du coup on a une grosse pression, mais ça me fait plaisir d'être avec vous, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, on s'entend bien, je pense que ça se voit, que ça s'entend, et j'arrive là vraiment complètement détendu, en me disant qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais devoir répondre aux questions qu'ils vont poser, mais on a une belle actualité là. Très important. Une belle actualité. Ça dépend. Une actualité forte. Une actualité effectivement très forte. Philippe de Villiers, nous nous sommes quittés sur le plateau de CNews. C'était un 5 juillet, le 5 juillet dernier. Ça fait tout juste 70 jours. Dans quel état retrouvez-vous le pays, Philippe de Villiers? Vous faites un démarrage en côte, là. Oui. Je pense que le pays est dans un triste état. Un état sans doute plus grave que les gens qui nous regardent ne le pensent. Je vais essayer de dire pourquoi en quelques mots. D'abord parce que plus que jamais, le pronostic vital est engagé. Le 29 août dernier, j'étais impressionné par une annonce de l'INSEE, du patron de l'INSEE, qui a dévoilé les derniers chiffres en matière migratoire. Il y a 7 millions d'immigrés en France aujourd'hui, la mer monte. Au rythme de 500 000 personnes supplémentaires par an depuis plusieurs années. Le taux de natalité différentielle entre les familles françaises et les familles étrangères ne cesse de se dégrader. C'est-à-dire que la France s'en est remis aux familles étrangères pour faire des enfants qu'elle ne fait plus. Et si vous me permettez l'expression, je dirais que plus que jamais, l'enfantement est le djihad des femmes. En fait, à ce rythme-là, le peuple historique français sera minoritaire en 2050. Quand je dis que le pays est en triste état, évidemment, je pense aussi aux œuvres vives, aux œuvres mortes dont j'avais déjà parlé, qui tiennent la carène du paquebot France et qui sont en péril. Le paquebot coule doucement. Nous sommes sous la ligne de flottaison. Ça fait 50 ans qu'on est sous la ligne de flottaison, parce que ça fait, en fait, cette année, le 50e anniversaire du déficit français budgétaire. Quelle famille pourrait se permettre ça? Et on peut même parler de sabordage. Quand on voit Bruno Le Maire qui fait un cocktail pour trinquer à la lame de glace dans la coque, on se demande où ils ont la tête. Ça les amuse.
Ils s'amusent. Jean-Luc Tavernier, le patron de l'INSEE, dans Les Échos, dit ceci, ça m'a beaucoup frappé: le climat des affaires s'est effondré en juillet. La dette est déclarée aujourd'hui par tous les spécialistes insoutenable. Cette expression a un sens. Ça veut dire que vous, moi, on doit 47 000 euros par personne, par habitant. Qui va payer? Pas nous. Nos enfants, nos petits-enfants. Ensuite, le déficit commercial, il est de 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on importe, on consomme, on ne produit plus. Les nouveaux riches, ce sont les distributeurs. On est la plus grande surface des grandes surfaces, la France. Un pays de consommateurs. Ensuite, on a les impôts les plus élevés du monde occidental. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher les ressources? Et enfin, alors là, c'est vraiment pathétique. Quelle humiliation. La France fait l'objet d'une procédure de déficit excessif à Bruxelles. Donc il n'y a qu'une solution pour rétablir les comptes: trancher dans le vif. Rétablir les comptes, ça veut dire faire un effort colossal qui est tout à fait contradictoire avec les propositions de la plupart des partis politiques pour en rajouter, pour vider les caisses un peu plus. Et puis enfin, je dirais que j'ai déjà utilisé cette expression, mais elle est plus vraie que jamais: les murs porteurs s'effondrent. Et quand les murs porteurs s'effondrent, la maison s'écroule. La famille, l'école, l'autorité, la sécurité, la justice. Le cri de la veuve du gendarme Comines, père de 2 enfants de 12 et 16 ans, tué par un chauffard, par un OQTF multirécidiviste. Ce cri résonne dans nos cœurs meurtris, toujours. La France a tué mon mari par laxisme. Et pendant ce temps-là, pendant l'été, qu'est-ce que faisaient les leaders politiques? Ils étaient attablés, assis sur le pont du Titanic, à faire leur partie de cartes. Alors, pour la gauche, c'est plutôt la belote. Pour la droite, c'est plutôt le bridge. Mais ils sont d'accord pour tirer au sort. Ils ont finalement tiré au sort. Un d'entre eux, pour tenir la barre, ils ont pris un skieur de fond. Bon, ça peut marcher. Peut-être qu'on en parlera. Et pendant ce temps-là, on a le Mozart de la finance qui joue de la flûte au Havre avec Édouard Philippe. On a l'impression que tout ce monde-là continue à jouer. Il s'occupe d'eux. Il ne s'occupe pas de la France. En tout cas, pas assez de la France. La France, aujourd'hui, elle réclame des mesures de salut public pour survivre. Vous avez abordé justement le sujet Michel Barnier. Il est donc, vous le savez, le nouveau Premier ministre. Ses premiers pas à Matignon ont été bien accueillis par les Français. Mais avant de parler de l'homme politique, revenons sur l'homme, Philippe de Villiers, l'homme que vous connaissez bien. Qui est Michel Barnier, Philippe de Villiers? Alors je vais d'abord dire que j'étais comme vous, sans doute, et comme tous les Français qui nous regardent, soulagé. Parce qu'on a failli avoir un croque-mitaine de la Mélenchonie, quand même. Et quand vous cauchemardez, vous vous réveillez le matin, vous êtes prêt à manger des nouilles. En fait, j'ai regardé la passation de pouvoir. Elle m'a beaucoup frappé, c'était un chef-d'œuvre. Il y avait tout. L'ancien monde, le nouveau monde, la presse a dit tout ça, mais je vais aller plus loin. Avec quelques images. On avait un jeune Mirliflor de Saint-Germain, un communicant, et on avait un marathonien des neiges. Et quand ils ont commencé à parler, on avait l'impression d'avoir un caniche d'appartement qui jappait dans les jambes du chien d'avalanche lesté de gravité dans le Petit Saint-Bernard. Je connais très bien Michel Barnier. Depuis longtemps, on a été président d'un conseil général en même temps, pendant un quart de siècle. Il est aussi savoyard que je suis vendéen. C'est un enraciné. Pour moi, c'est un compliment.
Et j'ai des bons souvenirs de lui. Premier bon souvenir, les Jeux Olympiques de 1992, il m'avait invité avec mon épouse. Et là, on a fait la connaissance d'un homme extraordinaire qui a beaucoup manqué aux Jeux Olympiques cet été, Jean-Claude Kelly, qui est devenu un ami personnel. C'était un grand succès, les Jeux Olympiques de 92. C'est Michel Barnier et Jean-Claude Kelly. Ensuite, j'ai un deuxième souvenir où il a montré du courage. Le 14 juillet 1989. Et on découvre les photos en même temps. Oui, le 14 juillet 1989, j'ai souhaité qu'il y ait une messe au Puy du Fou, dans la cour du Puy du Fou, dans la cour d'honneur du Puy du Fou, une messe de réparation pour les crimes perpétrés par l'idéologie révolutionnaire à l'endroit de la Vendée. Et j'avais invité quelques amis, ils sont venus. Il y avait Charles Millon, il y avait François Fillon, et il y avait Michel Barnier, d'ailleurs, qui est à côté de la maréchale de Latte, une amie de ma famille. Et donc, il était là. Donc, c'est un homme courageux, qui est capable d'aller à contre-courant, comme vous pouvez le constater. Et puis, le troisième souvenir, un jour, il me dit, tiens, je viendrai bien à ta journée de l'arbre. Il est venu le 25 novembre 1993. On a planté des arbres ensemble à Saint-Fulgent. Et en fait, là, je connaissais l'homme. C'est un homme qui est attaché à l'écologie, qui est hostile aux éoliennes, parce qu'il est très attaché au paysage. Voilà. Donc, moi, je pense du bien de l'homme. L'homme, il est bienveillant, il est élégant, et je dirais autre chose. Il passe ses vacances en Vendée. Donc, il a du goût. On a parlé de l'homme, on va parler à présent de l'homme politique. Vous l'avez à plusieurs reprises affronté, Philippe de Villiers, avec comme point de divergence majeure l'Europe. Nous sommes en 2005, et qui dit nouvelle saison dit nouvelles archives. Nous sommes en 2005, à quelques jours du référendum, et vous interpellez les partisans du oui au référendum, à la Constitution. Monsieur Oui. Il s'avère que l'un de ses partisans s'appelle Michel Barnier. Regardez cette séquence très éloquente. Dis non 2 fois à cette Constitution. Non à cette Constitution qui dessine un espace mondialisé sans limite géographique, sans frontières, sans protection, mais dans lequel, virtuellement, il y a déjà la Turquie. Et deuxièmement, non à cette Constitution qui dessine un monstre bureaucratique qui sera dominé par des juges, des commissaires et des banquiers lointains et incontrôlables, et dans lequel, ce monstre bureaucratique, eh bien, le peuple français perdra la liberté de ses choix fondamentaux, à commencer par sa politique étrangère. Et donc, je pense qu'il ne faut pas dire où c'est l'Europe, où c'est la France. Moi, je ne suis pas prêt à brader la France. Moi, je n'accepte pas de recevoir des leçons de patriotisme de Philippe de Villiers. Ah, mais ce n'est pas une leçon. Non, mais c'est un peu le ton que vous avez de donner des leçons. Moi, je n'accepte pas de telles leçons. Et moi, je fais un choix différent. Il est entre une Europe européenne, indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui a ses alliances et qui les respecte. L'alliance, ce n'est pas l'allégeance. Et entre une Europe indépendante européenne et une Europe sous influence. Et moi, depuis que j'ai vu, j'avais 14 ou 15 ans, Philippe de Villiers, j'étais au lycée Jean Moulin d'Albertville, j'ai vu le général de Gaulle et le chancelier Adenauer se serrer la main. Je suis devenu gaulliste et européen, je n'ai pas changé. Et j'ai fait le choix d'une Europe européenne et indépendante. L'Europe puissance, je fais du neuf pour répondre à Michel Barnier. Pour que l'Europe soit une puissance, il faut qu'elle ait une première caractéristique, c'est qu'elle soit indépendante, effectivement. Une Europe indépendante, une Europe européenne, et troisièmement, vous avez cité le général de Gaulle et on peut citer le traité de Rome. Il faut une Europe qui soit protectrice de notre sécurité et de nos emplois. Souvenez-vous, la préférence communautaire, le marché commun, des mots qui ont disparu dans cette Constitution, puisque toute l'idéologie de l'Europe de Bruxelles aujourd'hui, on le voit avec les déclarations des commissaires, c'est une Europe libre-échangiste qui ne se protège plus et qui pousse toutes nos entreprises à crever ou à se délocaliser. Geoffroy Lejeune, vous avez une question. C'est amusant, vous parlez des commissaires qui sont éloignés du peuple. Il deviendra, lui, commissaire européen. Vous avez dit tout le bien que vous pensez de l'homme. Et que pensez-vous de l'homme politique ? Alors, Vous vous souveniez de ce non, débat ? pas du tout. Non. Mais en revanche, c'est d'une actualité brûlante. Ouais. Alors, il faut bien situer ce débat. C'est quelques jours avant le 29 mai 2005.
Je me souviens de cette date du 29 mai parce que c'est la prise de Constantinople. Donc Chirac avait eu la bonne idée, étant un culte historiquement, de mettre le référendum le jour de la prise de Constantinople. C'est tout un symbole au moment où il voulait faire entrer la Turquie dans l'Europe. Et donc là, on s'est affrontés. Il y avait le oui, avec Michel Barnier, Daniel Cohn-Bendit, François Bayrou, là, qui boit un coup. Et en face, il y avait moi et quelques autres, oui. Dont Laurent Fabius, d'ailleurs. Il était pour le oui. Voilà. Alors, en fait, l'homme politique, Michel Barnier, il me fait penser à une médaille romaine du 1er siècle, où il y avait un Janus bifront. C'est un Janus à 2 têtes. On a eu la première tête, puis la deuxième tête. On a eu la première tête, le Michel Barnier, européiste. Alors, à l'époque, il était migrationniste. Il défavorisait des entreprises françaises, c'est eux qui me l'ont raconté, qui réclamaient la préférence européenne, en disant c'est du old wording. Ouais, vieux jeu. Bon, faut que je traduise, non? Oui, de préférence. Ouais. La front renversé, là. C'est ça. Bon. Et ce que vous ne savez pas, ce que je vais vous apprendre, c'est que c'est le rédacteur, l'un des rédacteurs, un des principaux rédacteurs du traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne est construit sur une idée simple, la supériorité juridique des décisions européennes, quelles qu'elles soient, sur toutes les décisions nationales. Donc c'est le grand basculement. Ça, c'est le premier Michel Barnier de la médaille romaine du Janus bifront. Mais il y a une deuxième tête, un deuxième Michel Barnier, qui a fait éruption en 2021. C'est un Michel Barnier qui veut réduire l'immigration, il n'est plus migrationniste, il veut même un moratoire en 2021. Et il réclame un bouclier constitutionnel, c'est-à-dire il réclame qu'on mette avec un référendum dans la Constitution l'idée que le droit français, le droit national sera supérieur au droit européen. Ça s'appelle faire demi-tour. Voilà. Donc en fait, le deuxième Michel Barnier est le plus récent. Et quand quelqu'un change d'avis, il vaut mieux prendre la position la plus récente, mais ce n'est pas garanti. Et vous savez, il y a un homme politique que moi j'ai connu, qui nous donnait des leçons tous les jours de durée de vie, c'est Edgar Faure. Et il disait, on me reproche d'être une girouette. Je ne suis pas une girouette. Moi, il a dit devant moi un jour, devant Alain Trampolieri, on était ensemble en Savoie, justement. Je ne suis pas une girouette. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que c'est pas moi qui tourne, c'est le vent. Et je pense que vous avez tout dit là-dessus. 74% des Français considèrent que le gouvernement de Michel Barnier ne fera pas long feu, Philippe de Villiers, et tombera rapidement. Il continue de consulter, assure que la semaine prochaine, un nouveau gouvernement sera formé. Il ne parle pas de remaniement, attention, mais de nouveau gouvernement, avec une politique dite de rupture. On écoute Michel Barnier et souhaite travailler avec tout le monde. Je suis maintenant le Premier ministre de tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils soient. Ici, bien sûr, en métropole, outre-mer, dans les outre-mer, et puis les Français et l'étranger. Je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine, avec des ministres sérieux, et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Philippe de Villiers, Michel Barnier peut-il réussir? Alors, ma réponse, elle est simple, claire, nette. Il faut souhaiter qu'il réussisse. On ne va pas prendre du retard. Les problèmes sont trop graves, je l'ai dit il y a un instant. Donc c'est mon souhait le plus cher. Pour l'homme politique et pour la France. Pour qu'il réussisse, il y a 2 conditions en fait. Il faut qu'il ait les coudées franches. Donc il faut qu'il se donne les coudées franches. Et il faut qu'il tranche dans le vif. Ça veut dire concrètement qu'il ne peut réussir qu'à 2 conditions. Première condition, il
il s'appuie sur une majorité large. Donc au Parlement, il ne peut pas mettre de côté le Rassemblement national. Il faut faire l'union des droites, c'est le moment ou jamais. Parce que ce n'est pas avec 47 députés qu'il va arriver à faire passer des lois. Sinon, ce sera des lois de compromis. Et puis deuxièmement, il faut rompre avec le macronisme. Parce que c'est le macronisme qui nous a emmenés là où nous sommes. Un pays qui est à volo. Le problème de Michel, c'est qu'il est coincé par le haut, par le bas et par le milieu. Donc il faut qu'il se décoince. Pardon de parler comme ça. Alors il est coincé par le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a un président de la République. Les institutions de la 5e, moi je me souviens, parce que quand j'ai cohabité dans le gouvernement de Jacques Chirac, on a vu comment le président de la République reste le président de la République. Il y a un domaine réservé, il y a des pouvoirs partagés. Ce sont nos institutions, l'article 5, l'article 20. Un qui préside, l'autre qui gouverne, mais n'empêche qu'en politique étrangère, etc., tous les jours, il y a des occasions de conflit. Je me souviens des ordonnances que Chirac voulait prendre, et il n'a pas pu, parce que le président s'y opposait. Surtout que le président, il va devenir une puissance tribunicienne. Il va s'appuyer sur le peuple comme il a fait hier, il va faire les poignées de main. Et la popularité que Barnier aura, ça sera une transfusion sanguine. Malin. Deuxièmement, l'usage depuis Sarkozy, c'est que le Premier ministre soit un collaborateur. Souvenez-vous, Sarkozy disant Fillon est un collaborateur. Collaborateur qui va se mettre à son compte, qui va ouvrir son pas de porte. Et puis enfin et surtout, il y a le tempérament du chef. Emmanuel Macron, tel qu'on le connaît, n'est pas du genre à suivre l'instruction des légistes qui disait donner et retenir ne vaut. Il va tout retenir. Il ne peut pas s'empêcher, ça va durer au bout de 3 semaines. Donc il est coincé par le haut. Après, il est coincé par le bas. Ça tombe sous le sens puisqu'il n'a pas de majorité. Donc quand vous ajoutez Liot, 22 députés, les Républicains, 47, plus le bloc central, le fameux bloc central de la Macronie, on arrive à 235, sauf erreur de ma part. Or, la majorité absolue, elle est à 289. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Il va devoir faire du marivaudage politique. C'est ce que c'est le marivaudage politique. Il pèse des œufs de mouche dans des balances de toiles d'araignée. Et à la fin, il ne se passe rien. Et puis, troisièmement, il est coincé par le milieu médiatique qui va lui donner des injonctions. Vous avez vu comment il dit « Ah, vous voulez faire un ministère de l'immigration, hein, voilà, fasciste, fachosphère, CNews. » Voilà. Et là, tout le monde tremble. Et puis la République des juges. Il y a 5 cours suprêmes qui l'attendent. Donc la moindre mesure sur l'immigration, le regroupement familial, etc., elle sera évidemment retoquée. Donc ça va être très difficile pour lui. Moi, je guette 3 moments, 3 signes. Un signe de liberté, un signe de rupture et un signe de courage. Un signe de liberté, c'est la composition du gouvernement, la semaine prochaine. La composition du gouvernement va nous renseigner sur le périmètre de sa liberté, la liberté qu'il se donne, et aussi sur le contenu du projet. On va tout de suite comprendre. Moi, je crois que vendredi prochain, je vous dirai, voilà son périmètre, et voilà le contenu du projet. Signe de liberté, signe de rupture. Personne n'en parle, mais moi j'ai tout de suite pensé, c'est la loi sur l'euthanasie. Il va la faire ou il ne va pas la faire? S'il la fait, il se met lui-même une piqûre létale à lui et à son gouvernement. Parce que ses électeurs ne le suivront pas. Ça voudra dire qu'en fait, il fait ce que Macron demande. Et puis en fait, enfin, le signe de courage, ça va être le budget. Parce que là, pour le budget, il va falloir trancher dans la dépense. On a une croissance très faible. On a des recettes qui titubent. Évidemment, la solution de facilité, c'est d'augmenter les impôts. S'il fait ça, il est mort, politiquement. Et donc, il n'y a qu'une solution. C'est la dépense publique.
Et là commence l'acte de courage. Je reçois, Philippe de Villiers, des dizaines de messages pour savoir comment vont les poussins que les Puy-Follets m'ont offerts cet été. Vous me promettez qu'ils vont bien, qu'ils sont en pleine forme, hein. C'est l'occasion, évidemment, de saluer tous les Puy-Follets qu'on a pu rencontrer. C'est une immense famille et on les salue chaleureusement. Retour à nos questions. Vraiment, et toute cette actualité qui nous anime. Ce samedi, nos champions olympiques et paralympiques, Philippe de Villiers, vont parader sur les Champs-Élysées. Ceux qui ont participé au bon déroulement de l'événement, bénévoles, staff, forces de l'ordre, sécurité civile, sont eux aussi invités. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers à ce propos. Bah oui, moi j'ai beaucoup pensé à vous cet été en regardant les Jeux Olympiques parce que vous êtes un passionné de sport, vous nous en parlez quand même souvent ici. Et je voulais savoir si, comme d'ailleurs on l'a beaucoup entendu, vous avez, comme les Français, vibré vous aussi pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez eu la passion pour les champions, les médailles, etc. Oui, parce que en fait, depuis que je suis tout petit, les Jeux, c'est ma deuxième culture. Je me souviens de la victoire de Colette Besson. Et j'ai eu une communication avec son mari il y a peu de temps parce qu'elle est décédée, malheureusement. C'est une fille extraordinaire. Je me souviens que j'ai pleuré lorsque Michel Jazzy a perdu. Il n'était que médaille d'argent. Et je me souviens d'Alain Mosconi, et là, du coup, je me suis souvenu, là, j'ai vu Alain Mosconi qui était médaille d'argent, et on pleurait de joie. Mais on ne savait pas qu'un jour, il y aurait Léon Marchand qui ferait tout exploser, voilà. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, finalement, c'est l'expression « la parenthèse enchantée ». Et en fait, je me suis dit, pourquoi c'est une parenthèse enchantée pour les Français ? Pour deux raisons. La première, c'est que les partis politiques se sont tus. On avait l'impression que la politique politicienne s'était retirée sur les plages. Et puis la deuxième raison, c'est que on était à fond renversé par rapport à ce qu'on nous dit toute l'année, tous les jours. Là, on avait le droit d'être le meilleur. On avait le droit de ressentir la tension vers le meilleur. Là, il y avait des notes. Le collège unique était en vacances, en grandes vacances. Il y avait un podium, une estrade. Ah, les profs ont dû revivre la hiérarchie. Et puis, finalement, il y avait des médailles. Comme quand j'étais petit, moi, à l'école, il y avait des prix d'honneur à la fin de l'année. Donc, on n'est plus dans l'égalitarisme victimaire. Ensuite, il y a... on a loué le travail, l'effort, la volonté, l'endurance, la patience, autant de vertus civiques qui sont désuètes avec le nouveau monde. Ensuite, et surtout, j'allais dire, il y avait les drapeaux qui flottaient et on entendait les hymnes partout. En fait, les Jeux Olympiques célèbrent les nations, les patries, les attachements vitaux. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, après le succès du film Un petit truc en plus, il y avait l'amour de la vie par-delà le handicap. C'est-à-dire, en fait, une manière de voir la société à rebours de l'eugénisme ambiant qui vise à éliminer le plus faible au début et à la fin de la vie. Et donc, oui, c'est une parenthèse enchantée. Philippe de Villiers, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler ensemble, mais ceux qui ont pensé, parce que là vous avez parlé de l'aspect sportif, ceux qui ont pensé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet dernier, ont affiché publiquement leur souhait de produire un spectacle à l'inverse du Puy du Fou, un anti-Puy du Fou quasiment. Et c'est ce qu'assure l'historien Patrick Boucheron, et ce qu'il a assuré dans les colonnes du Grand Continent. Quand on nous pose la question de savoir si ce que nous avons fait est l'anti-Puy du Fou, nous répondons, pour simplifier, que oui. Parce que notre spectacle n'est pas contre-révolutionnaire, parce qu'il ne déroule pas l'histoire immobile d'une nation éternellement identique à elle-même, parce qu'il prend le pari d'une histoire en mouvement. Geoffroy Lejeune. Moi, ça fait 2 mois que j'attends de poser cette question. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? D'abord, il faut rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, parce que c'est loin maintenant. Je retiens quelques images sous vos yeux. D'abord, image qui a beaucoup choqué, la scène parodique avec les drag queens qui festoient et qui profanent
le tableau célèbre du dernier repas fondateur d'une civilisation. On se permet ça avec le christianisme. Ils se sont permis ça, Macron et toute sa bande. Thomas Joly, Patrick Boucheron, le Collège de France, toutes nos élites. C'est amusant. Hein, et moi, ça ne m'a pas fait rire. Ensuite, Marie-Antoinette, décapitée, la tête dans les mains, le sang qui dégouline dans la Seine. On légitime de faire une Samuel Paty pour celles et ceux qui entravent la marche de l'histoire révolutionnaire. Et on légitime le féminicide pour la jante résiduelle des femmes de l'ancien temps. C'est horrible. Et puis alors, on passe au grotesque. Aya Nakamura, qui sort de l'Académie française, avant probablement d'y rentrer compte tenu de sa langue, et qui fait chanter Tcha-Tcha, Tcha-Tcha, à la garde républicaine, qui se contorsionne dans une danse du ventre pour célébrer la pluie qui tombe à grosses gouttes. C'est primitif, c'est somptueux, c'est la nouvelle France, la post-France. Alors vous me demandez ce que je dis à Patrick Boucheron, monsieur le professeur du Collège de France. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous vous êtes vous-même défini, comme Eliot vient de le rappeler, comme un contre-modèle, un anti-modèle, avez-vous dit, un anti-Puy du Fou. Et ce faisant, vous avez rendu hommage au modèle, aux yeux de beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas, et qui sont venus ou qui vont venir en disant « mais c'est quoi ce fameux modèle qu'on a voulu contrarier ?» Et donc vous avez érigé le Puy du Fou en une référence matricielle de l'hymne à la France de toujours. En fait, quand on voit les millions de gens qui viennent au Puy du Fou, on se dit la chose suivante. Le Puy du Fou est désormais, c'est une fierté, et je le dis avec beaucoup d'émotion, le Puy du Fou est devenu un des hauts lieux de la mémoire vivante du dépôt millénaire. Monsieur Boucheron, la multicénie qui nous a été administrée par vos soins, elle affichait l'allégorie de nos abaissements. La post-France que vous avez voulu représenter, elle ne va plus chercher ses prosopopées, ses romances dans nos souvenirs. Elle plastronne et s'affuble d'un mépris somptueux et grinçant de ce pourquoi on a tant aimé la France dans le monde. Et simplement, je voudrais vous dire ceci. Ne salissez pas ce que vous ne comprenez plus. Cessez de déposséder le peuple français de son passé, de son patrimoine, de ses héritages. Nous voulons vivre, nous voulons survivre, nous voulons vivre dans la fierté de ce que fut la France, pour que nous puissions dire à nos enfants, à nos petits-enfants, soyez fiers d'être français. Philippe de Villiers, une dernière question, puisque dans les colonnes du Monde, ce jeudi, Thomas Joly, le réalisateur, a une nouvelle fois pris la parole concernant cette cérémonie. Cette séquence, pose le journaliste, comme celle du drag queen ou du chanteur Philippe Catherine, nus en Bacchus, ont choqué. Cette cérémonie d'ouverture se voulait-elle politique ?
pose comme question le journaliste à Thomas Joly. Voilà sa réponse. Bien sûr que c'était politique, même si je ne fais pas de prosélytisme. Ma mission était de dire qui nous sommes. Dans tous les tableaux apparaissaient des corps différents, de la diversité, des femmes et des hommes maquillés ou costumés. Le théâtre était partout. La question des genres également. Les rois français se poudraient et portaient des talons. Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire, n'a-t-elle pas été condamnée parce qu'elle était vêtue en homme? Notre culture est faite de cette fluidité de genre. Geoffroy Lejeune. Juste avant de poser ma question, je voudrais juste préciser une chose que personne n'a dite, c'est que sur le fond, c'était un anti-Puy du Fou. Sur la forme, il y avait beaucoup d'emprunts au Puy du Fou. On sentait une forme d'obsession. Ils vous ont piqué beaucoup de choses. Le piano qui s'enflamme, les rails sur la scène, etc. Et au-delà de la question formelle, qu'est-ce que vous répondez à cette déclaration de Thomas Joly? Alors d'abord, je vais vous faire une confidence. J'ai le temps, non? On a quelques minutes. Il nous reste 8 minutes. Hein? 8 minutes. Bon. Un jour, avec Laurent Albert, mon ami Laurent Albert du Puy du Fou, et l'équipe du Puy du Fou, il me dit on t'emmène avec nous, on va voir Starmania. Et moi, ça m'amusait de voir Starmania. C'est la reprise de Starmania. J'aurais voulu être un artiste. Vous avez la voix Donc pour le faire. j'y vais, j'étais de bonne humeur. On était bien placés. Mais moi, j'ai dit incognito, hein, je ne veux voir personne. Et puis, juste avant que ça commence, on voit arriver 3 personnes vers nous, que je ne connais pas, évidemment. Et il y en a un, le plus jeune, qui me dit « Oh là là, Philippe de Villiers, incroyable, vous êtes là, merveilleux, etc. On est touché, on est honoré, etc. Et si vous saviez, vous êtes mon modèle. J'y vais tous les ans, je vais voir la Ciné-Cénie, le Grand Parc, tous les ans, je vais voir le Puy du Fou. C'est vraiment notre modèle. Vous êtes la figure idéale. » Et là, il s'en va, le spectacle commence, et j'ai dit à Laurent Albert, c'est qui? Thomas Joly. Donc effectivement, il y a quelques emprunts, il y a le cheval sur l'eau, le piano, etc. Bon, voilà, bon, mais peu importe. Non, je voudrais lui dire ceci. Sans acrimonie, mais après avoir entendu le papier d'Eliott, puisqu'il parle des droits de l'homme. Il a que ce mot à la bouche. Au nom des droits de l'homme, devenus les droits de l'homme de sable de la société liquide, vous avez, vous et vos amis, amputé une population, une nation, de l'acquis le plus précieux des vieux peuples, le droit à la continuité historique, le droit pour chacun d'entre nous d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Et puis j'ai vu que vous aviez sali Jeanne d'Arc en la traitant de travestie. Ça m'a rappelé un dialogue. J'ai vu Pierre Chaunu pleurer un jour dans mon bureau. Il était comme ça. Elle me dit, il faut parler de Jeanne d'Arc, Philippe. Et il s'arrête, il se met à pleurer. Je dis, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que je repense à ce que dit le grand historien chargé, qui était en charge de la chaire de la Révolution française, communiste, Georges Lefebvre, historien communiste. Et un jour, il a dit, devant un amphi qu'il chahutait parce qu'il parlait de Jeanne d'Arc, le premier qui touche à Jeanne d'Arc est un salaud. Et donc, en vous entendant, je repense à ce dialogue, et j'ai vu Pierre Chaunu, je l'ai pris comme ça par l'épaule, et il m'a dit, vous savez Philippe, Jeanne d'Arc, c'est le plus beau trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre. Touche pas à Jeanne d'Arc. C'est sacré. Monsieur Thomas Joly, pensez ce que vous pensez, pensez ce que vous voulez, pensez comme vous voulez, dans votre petit cercle. La France, elle pense autrement. La France, elle veut la France. La France, elle pense que la France n'est pas la France de l'instant de demain qui mange l'instant d'avant. La France, elle n'est pas dans ces petites lubies.
La France, elle est dans le temps long. La France, elle durera plus longtemps que vous et vos lubies. Philippe de Villiers, en pleine période des vendanges, vous souhaitez rendre hommage ce vendredi aux viticulteurs français. Cette année est une année particulièrement grave puisque le gouvernement a lancé un plan d'arrachage de 100 000 hectares dans toute la France. Pour donner un ordre d'idée aux téléspectateurs, 100 000 hectares, ça représente 10 fois la superficie de Paris. Philippe de Villiers, nos vignes brûlent et on regarde ailleurs. Oui, c'est une déchirure. On mutile la vigne, on ampute les illustres coteaux, le vignoble souffre, le vin saigne. La France pleure les hottes vides. Car le vin, c'est la France. La France immémoriale, des premières vendanges, des premiers millésimes. La France des vins de garde, des cépages légendaires. Cette France-là, elle vient de loin. C'est une France qui est contemporaine du grégorien, qui a été racontée par Grégoire de Tours, qui rapporte la scène fameuse de l'évêque vigneron qui, le coutelas à la main, accueille le jeune chef de Tournai et à qui se confie en lui disant ceci. La vigne était mon destin. J'étais fait pour y vivre. Elle m'a appelé. Je suis passé du vignoble des raisins pourpres de mon père aux vignes du Seigneur. Vous savez, Clovis, dans notre religion, le vin est biblique et même christique. En fait, depuis toujours, le vin est intimement mêlé au corps de la France. La vigne et les pampres ont tissé avec notre peuple une histoire commune. Le vin est un agrément français. Il ne s'agit pas d'une culture bachique, mais il s'agit de quelque chose de plus profond. Depuis les premiers échauffements de gorge de Rabelais jusqu'aux chansons à boire de la Madelon, le vin, chez nous, est littéraire. On retient les vers et les vers nous retiennent. On célèbre la dive bouteille. On est du même sarment, on est du même serment. Et chacun le jure. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'allais aux vendanges. Et je suivais discrètement, entre chien et loup, les anciens, jusqu'à la cave. On buvait du Noah. C'était notre nectar, un vin interdit parce qu'il avait trop d'esprit. On le reniflait, puis on buvait du menton, du nez, de l'œil et du palais. J'écoutais, je goûtais la petite musique de la pinède grinçante. Il y avait peu de mots, surtout des onomatopées. Et puis il y avait Eugène, le vigneron hors d'âge, qui faisait craquer ses genoux pour nous dire le temps qu'il ferait le lendemain, et qui remplissait nos verres, et qui énonçait une hypothèse qui convenait à la compagnie vieillissante. Je me souviens de ces mots qui portent la fin de ma vie. Il disait ceci: les gars, au chevet du vin, le temps s'endort. Alors, il se pourrait que quand on est à la cave, nous, les vieux, on vieillit moins vite. Voilà le secret.
de ma conservation. Avec modération, bien sûr. Un grand merci Philippe de Villiers pour cette première.